Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'édition limitée. On est tous ensemble comme vous en avez l'habitude. Alors il manque une personne, il manque Herbie cette semaine, mais on l'embrasse bien fort et on lui donne rendez-vous pour la prochaine. Donc La chair. Jérémy, Bissot et Sam qui sont là. Salut messieurs, Hello, Salut. salut Pierre, vous allez bien? Très très bien. bien, ça va. Bon, on a un bon programme ce soir parce qu'on n'a pas réussi à se caler correctement lors du mois d'avril. Donc, on a plein de choses à se raconter. Vous connaissez le principe. On va avoir une entrée, un plat, un dessert. L'entrée, comme à chaque fois, on va parler de notre paire du mois, celle qu'on a réussi à attraper, celle qu'on aurait aimé attraper et notre tendance. On va démarrer par toi, Jérémy, peut-être. Ta paire du mois ou ta tendance? Allez, alors ma tendance du mois, malheureusement, je l'ai. Enfin, un ami l'a eu pour moi, parce que moi, du coup, je ne l'ai pas eu et je ne l'ai pas encore reçu. Lui, il l'a reçu aujourd'hui, donc le temps que je la reçoive. Par contre, j'ai quelques petits goodies qui attendent que la paire. C'est la collaboration de la 550, enfin New Balance 550 avec Émélion Doré. Le programme était juste parfait. Les deux codes couleurs sont nickel. J'adore le textile. Toute la collection était folle. Et puis d'ailleurs, c'était du Made in USA, il faut le souligner. Les prix étaient Émélion Doré, quoi, hein. Ça piquait un peu quand même, parce que rien que pour cette casquette et cette paire de chaussettes, j'en ai eu pour 111 € avec les frais de port. Merci beaucoup. Mais bon, du coup, c'est ultra quali. J'ai hâte de l'avoir avoir dans la main parce que du coup, mon pote m'a envoyé quelques photos et des vidéos aujourd'hui. Quel On coloris? n'est que des bons retours. Donc, du coup, j'ai vraiment hâte de la recevoir. Donc, ça, c'était ma tendance. Et la paire du mois, dommage qu'il n'y ait pas Herbie parce que je pense que je lui aurais fait plaisir. C'est une Jordan. Et c'est la Jordan 3 à ma manière qui, franchement, depuis les premières photos, elle me fait de l'œil. Et là, je jette tous les jours sur StockX et j'ai commencé à voir les premières ventes en dessous de 300 €. Ça me chauffe, ça me chauffe. Elle est vraiment magnifique. Le code couleur est fou, le petit côté satiné à l'intérieur et tout. Enfin, franchement, je suis fan. Et quel coloris je te demandais tout à l'heure pour la 550? Ah, la 550, bah, ce code couleur là, la Ah, c'est blanche, celui-là. vert et jaune. Ouais, ouais, pas l'autre coloris. Je préférais celui-là. Bon. Bissot? Moi, ce sera ma paire du mois, ce sera la collaboration entre Adidas et Overkill. J'ai eu la chance de recevoir la special box, hop là, qui est là, Friends and Family, 125 exemplaires monde, avec pas mal de choses très sympas à l'intérieur, dont une bombe là, je pense que ça doit être du ciment, quoi. Elle est très lourde. Collaboration donc avec Adidas. C'est une 8500. Donc, c'est la première 8500 au monde, puisque c'est un hybride entre la 9000 et la ZX 9000 et la 8000. Donc, voilà, j'ai eu la chance de recevoir cette paire. Et plutôt cool, qualitative. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est plutôt pas mal. Sam? Moi, vous êtes un peu des petits joueurs, quoi, parce que moi, ma paire du mois, c'est la Yeezy Grammy Awards. 1,8 Ah, c'est million. toi? C'est toi qui as payé? C'est moi, bah oui. En fait, alors, pas en totalité, parce que je sais pas si si vous avez suivi ce qui s'est passé. Ça. Donc, il y a eu cette paire unique, la première Yeezy, le prototype que Kanye West portait aux Grammy Awards, qui était possédé par un collectionneur assez dingue, qui s'appelle Ryan Chang, qui a pas beaucoup de paires, mais celles qu'il a, voilà, c'est vraiment des paires hyper rares, beaucoup d'échantillons, de samples, de prototypes. Et donc lui, là, il a donné ça, enfin il a donné. Il a vendu sa paire chez Sotheby's à Hong Kong, donc aux enchères, et elle est partie à 1,8 million. Elle a été achetée par un gars qui s'appelle Jérôme Sapp, qui est un ancien joueur de football américain et qui est le fondateur de la société Rares, Rares. Et en fait, il donne la possibilité d'acheter des parts de cette paire. Ça va démarrer le 16 juin. Ça sera entre 15, enfin le prix de départ, ça sera entre 15 et le prix de la part entre 15 et 25 $. Donc moi, j'ai déjà communiqué avec lui et c'est pas des conneries en plus. J'ai pu facilement entrer en contact avec ce gars et donc je vais avoir un tout petit bout de cette paire unique.
qui est la paire voilà, de Kanye West, dans laquelle il a mis son pied. Donc j'espère que j'aurai un bout de l'intérieur plutôt pour pouvoir ressentir vraiment l'odeur du pied de Kanye West, le droit ou le gauche. J'avoue que je m'en fiche. En tout cas, c'est un record, hein, le 1,8 million Ouais. pour une paire de baskets. Le dernier, c'était les fameux 615 000 $ pour la Air Jordan 1 portée par Michael Jordan sur, je ne sais pas si vous aviez suivi cette histoire, c'est le match qu'il avait joué en Italie à Milan, un match un peu de charité, et il avait cassé un panneau plexi. La fameuse Shattered Backboard. Voilà, la fameuse vidéo Shattered Backboard. Et donc, c'est cette paire-là qui était à 615 000. Donc là, le record a été explosé. 1,8 million d'euros. Je ne sais même pas si on se rend compte. Voilà, quoi, une paire de baskets pour le prix d'une très très belle maison. Hein. Et en plus, il y a une petite bulle d'air, donc elle n'est pas éternelle, quoi. Ah, mais si, même si la bulle d'air, c'est pas grave, ça reste éternel. Moi, les baskets, même quand elles tombent en poussière, elles sont toujours là, quoi. C'est un petit peu comme les cendres d'un corps décédé. Faudra bien la plastifier alors. T'as fallu la placer celle-là, le coup des cendres. Est-ce que ça amène une petite question à propos de ça, parce qu'on parle de la Yeezy One chez Nike. Je sais que Bissot, lui, possède la 2, je crois, ou peut-être la 1, je ne sais plus si c'est la 1 ou la 2. La 1, ouais. La 1. Est-ce que vous, ce serait un rêve de voir une réédition de la Yeezy, la 1 ou la 2 chez Nike? Vas-y, Bissot. Vas-y. Moi, j'ai eu la 2 en la Wolf, la Platinum, Wolf Grey, on ne sait pas trop le nom qu'elle a, elle en a plusieurs. Je l'ai eu quand j'ai plus 2012, 2013, quelques mois après la sortie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, je m'étais trompé au niveau de la pointure, la chose grand, 2. Donc, du coup, c'était un peu trop grand. Le confort n'était pas top, mais par contre, la paire de chaussures en elle-même, moi, je la trouve trop belle. La 1, le seul problème pour moi, c'est qu'elle fait mastoc. Même si j'ai des petits pieds, elle fait quand même assez mastoc. Et vu que je ne suis pas très grand, ça fait vite très, très gros pieds. Bon, le mec qui porte des Dunk SB qui dit ça. Mais le coup qu'elle soit montante et tout, ça fait quand même assez gros. Et la 2, je ne sais pas, ne me demande pas pourquoi, mais esthétiquement, avec les espèces de traits qui reprennent les plis du cou Les ergots, là, ouais. de Kanye West à l'arrière, le cuir, le laser en forme d'écailles de serpent. Et puis, enfin, Watch the Throne, quoi. Watch the Throne, voilà, c'est la paire de l'album Watch the Throne de Jay-Z et Kanye West qui est sorti en 2012, si je ne dis pas de bêtises aussi, 2012 ou 2013, je sais plus, enfin une des 2 années, 2012 je crois. Je sais pas, c'est une paire qui m'a marqué la 2 vraiment plus que la 1. La 1 qui est sortie en 2009, il faut le rappeler. Mais du coup, ouais, s'il y a vraiment une réédition que je voudrais voir, ça serait, je pense, les 2 coloris, la black et la grey de la 2. Sam, toi, tu mettrais les pieds là-dedans? Non. Et tu sais pas ce que tu loupes, hein, parce que c'est confortable. Certes, ça a l'air mastoc, mais c'est vraiment confortable. Hein. Bissot, des chaussures confortables. Je peux t'en citer à peu près 459. Donc, c'est l'argument du confort, ça va, c'est un peu limité pour moi. Non, ouais, c'est pas. Je suis pas un grand fan du personnage de Kanye West. Les chaussures, je les trouve jolies, je les trouve vraiment sympas et tout. Mais à cette période-là, j'étais un peu hors système, donc j'ai pas eu ça, quoi. J'ai pas connu cette période. Bon, bah, parfait. Et toi, Pierre? Moi, je me sentirais pas trop d'avoir une Easy One, juste parce qu'il y a tellement de contrefaçons que c'est un peu comme certaines marques de maroquinerie, que du coup, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et puis, Tu as été marqué par un épisode récent, j'ai l'impression. Ouais, bon voilà. Alors, je me suis fait enfler sur une plateforme de revente qui s'appelle Vinted, bien comme il faut, sur une Jordan 1 Turbo Green, qui Attends, est juste une vraiment un question. coloris que j'adore en plus. Je ne sais Pierre, pas, Bissot, tu dois l'avoir certainement. Oui, elle est magnifique. Tu avais déjà acheté sur Vinted? Oui, à moult fois. Ok. Voilà. Mais bon, avec le macaron StockX, la facture qui va avec, l'adresse du mec qui est à Lyon en plus.
Mais tout ça était bien faux, à tel point que le vendeur l'a reconnu, mais instantanément. Je lui ai renvoyé la paire, il ne m'a pas renvoyé l'argent. Voilà, point barre. On continue? Du coup, tu vas pouvoir donner son nom, son prénom et son adresse ici. On a des amis à Lyon. On pourrait. Alors, c'est pas ça ma tendance du mois, ma paire du mois. Ouais, c'est quoi ta paire du mois? Alors, ma paire du mois, moi j'ai eu le plaisir de recevoir ça pour Rivers. C'est la première chaussure signature de Zion Williamson pour Jordan Brand. Nouvelle signature de Jordan Brand. Pourquoi ça me plaît? Parce que je trouve ça bien que Jordan Brand aille chercher des artistes, j'allais dire des athlètes qui ne ressemblent pas forcément au niveau physique à Jordan, puisque c'était un petit peu le cas avant, hein, les Jason Tatum, les Carmelo Anthony, des Ça athlètes. dépend de Jordan avant ou Jordan maintenant? Jordan, on va dire 98-2003, qui étaient quand même des athlètes assez filiformes, aériens toujours bien sûr, mais les Russell Westbrook, etc., c'est quand même des gens qui font, ça fait pas, c'est pas un gaillard et une aberration chromosomique comme Zion Williamson, donc c'est assez marrant de voir ça. Les coloris qui sont calés, celui-là avec son petit frère, c'est un modèle qui sort le 19 mai prochain. Voilà, je trouvais ça assez sympa d'avoir du nouveau et d'avoir un peu de couleurs voilà, chez Jordan Brand. Et puis la paire que je souhaite, alors Sam va me demander mais qu'est-ce que vous avez tous avec ça? Jérémy il va me dire moi j'ai ça. Voilà, moi elle est là, c'est là. Ouais. La 8 South Beach qui sort, on ne sait pas trop quand, on n'a pas la date encore. Sur SNS, le tirage, il doit être aujourd'hui ou demain, normalement. Ouais, c'est demain sur. Voilà, on tourne ça, on est le 6 mai aujourd'hui, normalement. Mais bon, on ne sait pas, c'est ni sur Nike, ni nulle part, ni sur Sneakers. Sur SNS, elle y est en effet, tirage au sort demain. Je ne sais pas, bon, j'adore ce modèle, mais je ne sais pas, peut-être vous aurez un avis là-dessus. Est-ce que ça va être un gros engouement? Est-ce que ça. Je ne sais pas. C'est un peu le. De mon côté, il y a un engouement, mais je ne l'ai pas compris. Mais il y a certaines personnes qui sont folles de cette paire pour des raisons qui me semblent un peu obscures à moi. Mais voilà, donc, Qu'est-ce qui te paraît obscur? C'est le design? J'arrive pas à vous la montrer bien. Là, voilà. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Hein. Il y a de l'engouement autour de moi, mais je ne comprends pas non plus. Enfin bon, après, c'est une question de goût. Alors, le truc, c'est déjà, c'est que c'est quand même assez rare parce que là, on est sur une chaussure de basket, on n'est pas tout à fait sur une sneaker, on n'est pas sur une chaussure qu'on porte pour sur la performance. Voilà. Donc déjà, il y a ça, quoi. Donc, c'est déjà assez très rare. Une chaussure performance, une chaussure qui n'est pas une chaussure classée, entre guillemets, sneaker, sur laquelle il semblerait y avoir déjà que SNS la vende, ne serait-ce que ça. Je pense pas que ce soit tout. Enfin, ils ont déjà vendu des LeBron, mais celui-là avec ce coloris et tout très très sport. Et voilà, je sais pas, c'est une histoire de. Il y a l'histoire que LeBron l'a porté à la conférence de presse quand il a quitté Cleveland et tout. Mais bon, voilà. Donc c'est assez étonnant. On verra ce que ça donne. Moi, ça ne me choque pas que ça devienne un objet lifestyle. Tu sais, la limite master, entre le lifestyle maintenant, il est très court, quoi. Mais après, j'avoue que c'est une question de goût. Moi, je ne comprends pas l'engouement, mais c'est simplement parce que je la trouve sympa, mais sans plus. Bon, après, c'est vrai qu'elle a fait partie dans tous les classements de tous les sites et magazines spécialisés. Elle était dans les top 10 des meilleures paires de la décennie précédente. C'est vrai que ce coloris South Beach en plus est une réussite absolue, hein, chez Nike en tout cas. Je trouve qu'avec ces derniers temps, ça a vraiment été une nouveauté. Un petit peu avec le coloris Galaxy qu'on a vu sur la Foamposite. Mais c'est vrai, et je rejoins Sam là-dessus, c'est assez étonnant de voir que dans les années 2010, deux des paires qui ont été plébiscitées et qui symbolisent un petit peu cette décennie dans la recherche sneakers, c'est cette LeBron 8 South Beach, qui en plus, alors la LeBron 8, elle est gaillarde, hein, elle est costaud, hein, c'est un parpaing. Hein. Elle est ultra légère, mais elle est mastoc. Hein. Et l'autre modèle, c'était la Foamposite Galaxy, qui, pareil, est un modèle, bon, peut-être qu'aux États-Unis, qui fonctionne plus en lifestyle,
mais qui, la South Beach, vous regardez sur StockX, elle est à $2000 hein, en ce moment. Sur le modèle OG, bien sûr. Hein. Alors, et c'est vrai que c'est quand même un phénomène très américain, quoi. Oui, je suis d'accord. Oui. C'est quoi comme année de sortie déjà, c'était LeBron 8? 2008, 2009, C'est la 2010? première année d'arrivée à Miami. On est en 2010. 2010, ouais. Voilà. Alors, moi, pour tout vous dire, vous savez que je ne suis pas très b-ball. La seule paire de LeBron que j'ai, c'est l'encollab avec John Elliott, que Pierre a aussi, la blanche, la toute première, que j'ai trouvé vraiment exceptionnelle de par le côté transparent. Mais je vous avouerai que entre cette South Beach, qui a la grosse tête de lion C'est ça. de LeBron sur la languette, et que elle est toute noire en relief et que les deux yeux sont roses, je ne sais pas pourquoi, à l'époque, elle m'avait tapé dans l'œil. Mm. Il y a 4 paires de LeBron qui m'ont marqué. Il y a 3-8. La South Beach, c'est la seule high. Après, il y a la Miami en mid qui ressort également. Elle est sur l'appli SNS. Alors, c'est la V2, la low, en effet, la 8 low Miami Nights. Voilà. Et la Sprite. La Sprite, ce coloris, toute la semelle avec la bulle d'air néon et tout ce bleu, enfin les coloris Sprite, quoi. Vraiment, je ne sais pas pourquoi, c'est des paires qui je me retourne dessus, voilà, aujourd'hui. Et je vous avouerai que j'ai tenté sur SNS Bon, ça va. la V2 Low et la South, l'autre coloris. Là. Parce que Tu c'est te 200 retournes, balles quand même. tu te Hein. retournes pas souvent quand même. Ben, ces coloris, On ils la m'ont voit pas, on la marqué. voit pas porter régulièrement, quoi. Non, Après, ce n'est pas des paires que je porterai souvent, mais Après, par rapport à ce que tu disais, Sam, c'est vrai que la chose aussi, c'est que la LeBron 8 South Beach, c'était un modèle, une exclue US pratiquement. C'est-à-dire que la LeBron 8, je ne suis même pas sûr qu'elle soit, elle avait dû sortir à très peu d'exemplaires sur les premiers coloris en Europe. Tout le monde s'en foutait et tout le monde s'en fout toujours des modèles de LeBron. Ça reste des modèles performance qui n'ont pas pris là encore le versant lifestyle. Hein, ça, c'est sûr. Tu vois pas peu de gens porter, même s'il y a des efforts. Vous avez certainement vu tout le programme LeBron Watch et cette envie de se caler sur la culture Air Max avec les coloris Air Max 90 Safari, le côté infrared, le côté Air Command, plus récemment la Viotech, la 18 Viotech. Bon. Tant que LeBron James devra les porter pour jouer, tu ne pourras pas les porter pour les mettre dans la rue, quoi. Je veux dire. Ouais, pourtant c'est sacrément confortable. Ouais, mais après, c'est normal. Le mec, sur la t'as vu le gars que tu dois mettre dedans, la pression que ça peut pas être une chaussure de rue, c'est forcément une chaussure performance. Après, la 8, pour moi, c'est vraiment de toute la lignée de LeBron, c'est vraiment la seule qui peut être portée en dehors des parquets. Hein, parce que les La autres 7 parquets, aussi, ouais. Et c'est 200 euros. Voilà, c'est quand même 200 balles la paire de 8. Hein. C'est parce pas... que sur la montante, il y a aussi un coloris de fou qui était sorti. Ils ont repris un peu le coloris de la 95 néon, là, la Dave White. Ils ont repris un peu ce code couleur là, qui avait fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, la Air Max One aussi, Dave White. Elle a repris ce code couleur et ce code couleur aussi noir, gris, assez foncé et du néon lemon un peu partout là. Elle était juste folle. Enfin, moi, perso, je ne sais pas pourquoi la 8, c'est une silhouette qui m'a marqué. Parce qu'après la 9, on est arrivé dans des trucs. Tu avais l'impression d'avoir une Kobe 2 au pied de chez Adidas. Le C'était grille-pain, la là 2, c'est ça qui était toute carrée là. ouais, le grille-pain. Ouais, voilà, tu as l'impression d'avoir sauté. Bref. Voilà pour nos Mais tendances et pour l'entrée. On va passer au plat principal qu'on va diviser en deux sections. On va rester d'abord un petit peu sur le côté basketball puisque le nouveau MOOC de Rivers est sorti il y a un mois. Rivers sont nos partenaires bien sûr sur l'édition limitée. Donc on souhaitait vous montrer ce nouveau MOOC qui s'appelle More Than Ballers, qui parle du versant, on va dire, social un petit peu des basketteurs, avec comme d'habitude une magnifique maquette. Ça, vous la connaissez chez Rivers. On y parle des luttes de droits civiques, on y parle de passion également, de musique et des joueurs qui s'investissent pour leur communauté beaucoup. Et du coup, c'était l'occasion de vous demander, messieurs, quels étaient vos modèles, on va dire, qui symbolisent bien cette lutte. Alors, on va parler évidemment du mouvement Black Lives Matter, mais pas que, de cet investissement de la culture sneaker dans le côté social et dans la vie de la communauté. On va commencer avec toi, Sam, peut-être? Ouais, bah moi, je suis. Ce qui m'a
je parlerai de la Puma Suède. Je ne sais pas si c'était prévu. J'entends un silence tout à coup. Et là, Puma Suède qui n'était pas la Puma Suède. Alors, on rappelle ce qui s'est passé. JO de Mexico en 68. Sur le 200 mètres, la première et la troisième place sont prises par deux athlètes américains, Tommy Smith et John Carlos. Et une fois sur le podium, Tommy Smith, ils enlèvent leurs chaussures, ils arrivent pieds nus, ils montent pieds nus sur le podium et ils lèvent une main en l'air gantée de noir. Donc c'est une image qui est très célèbre, qui fait partie de la culture sneakers, de la culture sport, de la culture politique, en effet, des Black Panthers, puisque à l'époque, c'était ça qui était le mouvement qui était derrière. Et, euh, et alors, ce qui est intéressant, c'est l'envers du décor, entre guillemets, les petites histoires qui sont autour. D'abord, ça n'était pas une Puma Suède qu'ils avaient au pied. Voilà, donc c'est déjà la première chose. C'était une Puma Crack qu'ils avaient, mais qui a été tout de suite après remplacée par la Puma Suède. Ouais, voilà, merci Jérémy pour cette très très belle Ceux qui ne image. connaissent pas la photo. qui fait écho à la couverture de bien sûr. Donc voilà, donc ils avaient pas c'était pas tout à fait la Puma Suède, mais après Puma a mis le marketing en route pour pouvoir pour dire que c'était la Puma Suède qui était au pied de ces deux athlètes. La petite anecdote, par exemple, c'est que un des deux athlètes avait oublié ses gants. Normalement, ils auraient dû lever tous les deux la même main, mais en fait, on voit sur la photo qu'il y en a un qui lève la main gauche et l'autre la main droite. Et ça, c'est l'athlète qui est australien, qui est à la deuxième place, qui leur a donné l'idée, qui leur a dit, les gars, vous n'avez qu'à mettre un la main droite et l'autre la main gauche. L'athlète d'ailleurs australien qui était lui aussi concerné par les droits civiques, qui était un athlète assez politique, qui était plutôt solidaire de cette action et qui a lui aussi pâti de cet événement, parce qu'il faut savoir que les deux athlètes ont été totalement radiés par l'équipe américaine, que cet athlète, l'autre, le troisième, lui aussi n'a pas pu participer aux JO suivants à Munich à cause de cet événement, que toute la famille de John Carlos et Tommy Smith, ils ont été menacés de mort par rapport à leurs gestes, etc. Donc c'est allé très 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 loin. Ils n'ont pas pu continuer leur carrière de sportif en équipe nationale et tout. Donc c'est un événement fort de l'histoire du sport, fort de l'histoire des baskets. Et donc, ils avaient enlevé leurs chaussures aussi pour faire un retour à l'esclavage, en tout cas de signifier là d'où ils venaient, le côté d'être pieds nus comme les esclaves, et de revendiquer les droits des Noirs américains sur ce moment où toutes les télés du monde entier étaient rivées sur eux. Donc, pour moi, c'est une très, très belle histoire que j'aime beaucoup, qui est remplie de valeurs et qui a surtout… je trouve que la Suède, la Puma Suède, en tout cas moi quand je la vois, alors peut-être pas, c'est pas sans doute pas le cas de tout le monde, mais moi quand je la vois, il y a ça. La Puma Suède, elle a une part de cette histoire et voilà, pour moi c'est indissociable. Et tant que la Puma Suède existera, même si c'était pas exactement la Puma Suède qu'ils avaient, il y aura cette histoire qui s'est passée derrière. Moi, je peux vous montrer aussi, ils avaient sorti une série limitée où on voyait, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Voilà, c'est ça. Avec, on voyait pas trop voilà, avec les points qu'on retrouve, qu'on non, a retrouvés j'avais pas vu. sur les logos de Black Lives Matter. Voilà, c'est celle-là. Ouais. Et donc, effectivement, avec une Tommy Smith et une John Carlos. Donc voilà, moi, c'est cette paire qui, pour moi, est marquante à ce niveau et qui a joué un rôle d'une certaine manière dans l'émancipation des Noirs américains. Bissot Ouais. Donc, non, c'était super intéressant. J'étais bloqué là parce que j'ai appris pas mal de choses. Il y a des trucs que je connaissais et puis pour moi, ça reste justement je pense que ça doit être la Puma là. Ça doit être celle ça doit être celle qui la première à marquer l'histoire, je pense, en termes de revendication sur les mouvements sociaux, non? C'est bien ça? Ouais, il y a des chances, ouais, 68, il n'y a pas eu grand-chose avant. Hein. Ouais, il y a de fortes chances que ce soit la première et donc elle représente beaucoup de choses, je pense, pour beaucoup de monde en fait. Hein. Il y a eu l'épisode, si je peux je vais faire le vieux père Fouras là, avec les JO de Berlin où Adidas Lair a fourni une paire à Jesse Owens.
athlète noir américain, un des rares athlètes noirs américains au JO nazis. Et le fait que on a aussi parfois attaqué Adidas sur sa collaboration avec les nazis au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Mais quand tu étais une entreprise allemande, de toute façon, tu n'avais pas vraiment le choix, tu étais réquisitionné et tu devais en effet travailler. Mais quand on voit cet épisode-là, on a du mal à se dire qu'il y avait quelqu'un de nazi dans l'histoire, quoi. Ouais, il n'avait pas le choix en fait. Non, mais c'est surtout que Adidas Dassler a choisi le meilleur athlète et qu'il soit noir, blanc, jaune, il n'en avait rien à foutre. Il voulait juste le mec le plus rapide pour lui mettre ses meilleures chaussures au pied, quoi. C'est clair. Bon, alors moi, j'ai choisi la Air Force One Colin Kaepernick, qui est sortie en 2019. Et donc, il s'agissait d'un athlète noir américain, un joueur de football américain, qui en 2016, pour protester contre les violences policières, le racisme ambiant, puisque c'était vers 2016, là, il y avait eu quelques soucis aux États-Unis avec la population noire, les policiers, enfin voilà quoi. Et donc, pendant l'hymne américain, il pose un genou par terre et du coup, ça fait un scandale puisque l'hymne américain, tu le respectes, hein, c'est debout, la main sur le cœur. Et donc, du coup, à la fin de son contrat, du coup, il ne trouve pas de club et Nike continue à le soutenir et à soutenir sa cause. Et voilà, donc il nous propose ce produit qui, pour moi, est plutôt bien fait, quoi, avec la tête de Copernic, de Colin, juste à l'arrière. On avait des détails intéressants, même au niveau de l'outsole. Je ne sais pas si on va bien le voir parce que j'ai il y avait la aussi date à roté laquelle, le cette paire. 14 On août retrouve 2006. voilà, le jour où il a posé le genou par terre. Et voilà, quoi. Il y a plein de détails intéressants, quoi, hein. Le cas ici, les matériaux sont super qualitatifs. Pour moi, il y a un vrai travail, il y a un vrai respect de l'athlète, quoi, hein, en fait. Pour moi, c'est une très jolie collaboration qui, à mes yeux, n'a pas eu le retentissement. Oula, j'ai un bug là, je suis Mérité. fatigué. Le retentissement, voilà, escompté, merci. Mais voilà, je suis très content de l'avoir dans ma collection et c'est une très jolie paire. Voilà. C'est une jolie paire, en plus, elle est hautement symbolique, hein. Alors, il faut savoir que Colin Kaepernick a toujours pas retrouvé de club malgré tout le bruit que ça a pu faire, le soutien de Nike, etc. Il n'a jamais rejoué. C'était quand même le quarterback titulaire des 49ers de San Francisco. Et il a jamais, même après le retentissement que ça a eu, il n'a jamais rejoué. Pourtant, il s'est montré, il a montré qu'il était en forme. Rien à faire. Et puis avec Trump derrière qui est arrivé, alors là, ça a été le déferlement. Ah oui, avec sa fameuse phrase les fils de pute, il faut les virer. Il faut les dégager. C'est ça. Voilà. Pour moi, c'est un événement fort, hein, cette histoire de Nike et Kaepernick, parce que c'est, sauf erreur, la première fois que Nike s'engage politiquement. C'est d'habitude, les marques, tout ce qui est politique, elles laissent ça vraiment, vraiment de côté, ils n'y vont pas. Et là, Nike a fait ce choix-là parce que ils ont été très critiqués, ils ont été boycottés, hein, Nike forcément, parce qu'une grande partie de l'Amérique est hyper chauvine, hyper voilà. En effet, comme tu le disais, l'hymne américain, c'est un respect total. Donc Nike a d'une certaine manière pris un peu un risque, même si c'était, je pense, un risque mesuré et gagnant, parce que au final, voilà, Nike, c'est une marque de sport, on est plutôt sur une cible, une clientèle, des gens, des fans qui sont ouverts, tolérants, non racistes. Donc, c'était pas mal. Mais en tout cas, c'était, sauf erreur, la première fois. Depuis, ça y est, là, les marques, elles sont maintenant à fond dans les causes politiques et sociales. Elles prennent plus du tout de pincettes, au contraire. Ce qui est, voilà, ça, à mon sens, marqué vraiment une rupture à ce niveau-là. Jérémy? Oui. Non, moi j'écoute depuis tout à l'heure parce que j'ai pas. Alors, j'ai aussi la Air Force One Kaepernick comme Bissot. Pour moi, c'est un symbole du coup cette paire. Je me demande si des fois les marques elles en profitent pas un peu trop commercialement parlant. Ça, c'est un autre débat, mais du coup, je suis content d'avoir la paire, je la porte pas mal. Mais j'ai pas trop de connaissances sur ces sujets-là. C'est pour ça que j'écoute depuis tout à l'heure.
parce que du coup, je m'imbibe de votre culture. Voilà, pas grand-chose Il y à a eu dire. en dehors de ça, je pense qu'Hervé aurait pu nous raconter fort bien Ah, toutes les collections Black History Month chaque année, bien sûr, qui commencent à elles aussi s'engager beaucoup plus, hein. On avait vu des modèles avec marqué Equality, etc., où il y avait une prise de risque beaucoup plus importante de la part des équipementiers. On parlait de LeBron James tout à l'heure, personnage central, bien sûr, à ce niveau-là. Euh, il y a une phrase qu'on a tous entendue et qui nous avait tous fait sauter au plafond lorsqu'une chère commentatrice de la chaîne Fox TV avait dit à tous ces athlètes shut up and dribble, taisez-vous et dribblez pour leur dire d'arrêter d'avoir euh, des, euh, des, des convictions, on va dire, politiques. Et puis, ben, LeBron, lui, a continué de travailler malgré tout et avait sorti la collection More Than an Athlete sur cette Air Force One que vous connaissez certainement, qui était avec sa marque Uninterrupted, qui était personnalisable. Alors, j'ai eu la chance, c'est Ayam qui a signé sur ce modèle-là, que j'avais eu la chance d'interviewer dans le cadre d'une émission radio. Mais voilà, il y avait I am uninterrupted ici. Je suis plus qu'un athlète. Voilà, ça c'était le postulat de LeBron. Et puis en dehors de ça, LeBron il avait ouvert aussi du côté de Cleveland, sa ville natale dans l'Ohio, une école particulière pour des enfants, l'école I Promise. Il avait sorti ce modèle, voilà, pareil, avec la LeBron James Foundation sur l'arrière, We Are Family écrit ici, Just a Kid from Akron, et puis à l'intérieur marqué I Promise C'est ici. très cool Voilà. ce modèle. Ouais, c'est des modèles quand même qui sont assez symboliques. Voilà, il y a une recherche du symbole qui est plutôt pas mal. En plus, les bénéfices certains bénéfices de la vente de ce modèle partaient directement dans l'école, qui continue de bien fonctionner et qui a de très bons résultats à ce niveau-là. Ouais, il y a beaucoup de modèles quand même, essentiellement chez Nike encore, parce qu'ils ont des athlètes qui ont de la voix, Naomi Osaka au niveau du tennis, même Serena Williams qui s'est beaucoup engagée à ce niveau-là. Au niveau basketball, l'an dernier, on a tous vu dans la bulle NBA les joueurs faire front, poser tous des genoux à terre quand il y a eu les problèmes de violences policières. Donc il y a une tribune, je trouve, et de plus en plus les modèles qui se posent là-dessus et qui prennent, oui, qui, comme disait Sam, quand même prenait, aujourd'hui ça le paraît moins, mais c'était quand même une prise de risque à un moment donné de sortir en GR, en release générale, des modèles qui prenaient position comme ça. Mais bon, les républicains achètent des chaussures aussi, comme dirait un certain basketteur très connu. Il y a un autre, après, on peut aussi parler, enfin, on aurait pu parler aussi de Arthur Ashe dans le tennis, qui a été aussi un athlète qui a vraiment mis en avant les droits des Noirs américains, qui était très, très engagé politiquement, qui était un athlète fantastique. Je vous invite à vous pencher un peu sur ce mec. C'est du très, 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 très lourd. Il est très, très fort. Et bon, il il a été chez le Coq Sportif, entre autres. En tout cas, il a eu une paire assez iconique chez le Coq Sportif quand il a gagné Wimbledon. Voilà, petite Bon, parenthèse. voilà, on a fait le tour. Donc, on vous rappelle que le MOOC de Rivers, More Than Ballers, qui est disponible sur le site Basket Session, vous pouvez encore le commander. C'est un superbe ouvrage, plus de 250 pages, pour kiffer comme il faut. La suite de notre plat principal, on va parler un petit peu, Jérémy, je crois que tu vas nous illustrer ça bien comme il faut, des designers qui font pas seulement de simples collabs avec certaines marques, mais qui créent au sein de ces marques-là une propre division et leur propre silhouette finalement, et pas seulement une griffe. Exactement. Alors, plus particulièrement, on va parler des designers new-yorkais qui ont le vent en poupe depuis quelques temps. Pour n'en citer que deux, on va parler surtout donc, de Teddy Santis, qui est le fondateur des Méléons Dorés, et de Ronnie Fieg, du coup, qui est le fondateur de Kiss. Donc pour resituer, Kiss, ouverture en 2011 du premier magasin, et Méléons Dorés, fondation de la marque en 2014.
Donc, c'est assez jeune. Mais la dizaine d'années qui viennent passer, qui viennent s'écouler, a été forte en culture, en sortie, en modification du marché, etc. Donc, ils sont arrivés à un moment assez fort. Et du coup, je trouve ça plutôt intéressant d'avoir aussi du coup, vos avis sur le fait de… Donc, du coup, ce qu'il faut remettre en situation. Donc, Teddy Santis, qui est le fondateur des Millions Dorés, arrive chez New Balance Made in USA. Et du coup, c'est sorti de cette année, donc du coup 2021, avec 4 modèles, enfin 4 coloris et 2 modèles, la Lock Hill et la Sanford. Du coup, voilà, je trouvais ça plutôt cool parce que les marques commencent à faire confiance à des créateurs et notamment les New-Yorkais avec Angelo Bach aussi, qui est le fondateur de Wake, qui est un ancien de chez Supreme, etc. Et du coup, j'aurais souhaité avoir un peu vos avis sur ça. Est-ce que vous pensez que c'est des bonnes choses qu'ils mettent un petit peu d'autres marques en lumière, en amenant un peu leur savoir-faire et leur expérience au sein de celle-ci? Pierre, vas-y, je t'en prie. Écoute, alors moi je trouve très très belles les collections avec Aimé Léon d'Or ou Doré, je n'ai jamais su comment vous prononcez, mais il me semble qu'en tout cas c'est déjà Aimé Léon d'Or, c'est déjà une marque de luxe pratiquement parce que ce qu'ils font c'est beaucoup plus que enfin, du luxe, en tout cas du lifestyle, on va dire premium. Streetwear, Euh, streetwear haut de gamme. Ouais. voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on le voit de plus en plus et je trouve que New Balance a fait vraiment un effort incroyable. Quand on voit la 327, pour nous, enfin, on pense à Casablanca obligatoirement. D'ailleurs, il y a la nouvelle qui va sortir bientôt avec le monogramme rouge qui est absolument superbe. Mais c'est vrai que voilà, je trouve qu'il y a une liberté qui est laissée. Tu parlais de tout à l'heure de la même manière qui travaille une Jordan 3. Voilà, je trouve qu'il y a une liberté qui est certaine. Ça garde quand on sent que les gens qui travaillent là-dessus prennent plaisir, on aime ces modèles qui sont en train de bosser, notamment chez Aimé Léon Doré. Et on a vu alors Sam, ça va peut-être toi, les anciens, ça nous parle de cette fameuse publicité. Je ne sais pas si tu as vu la pub pour la 550 dans les rues de New York avec Bobito Garcia, avec Jason Williams, où ils reprennent la fameuse publicité des années 90. J'ai oublié le nom de cette pub. Nike. Ouais, cette pub Nike, elle avait un nom particulier. C'était pas Ah, je Street me Ball, rappelle pas. c'était, ouais, elle avait un nom spécial. Voilà, ça reprend des codes. Ça prouve que ça a assimilé tout un patrimoine, toute une culture, tout un pan de ça. Après, tu vas nous en parler, Jérémy, sûrement, Ronnie Fick qui a travaillé avec Clarks là. Voilà, c'est des collabs inattendus. On s'attend pas forcément. Et Léon d'Or qui bosse avec Timberland, voilà, c'est c'est plutôt inattendu. Et puis ça montre une fois de plus qu'à New York, il n'y a pas que Suprême. Exactement. Juste avant de vous donner la parole, Bissot et Sam, en fait, donc pour les deux cités, c'est pas du tout des collabs. Alors, Ronnie, ça en est presque une. Mais du coup, Mélion Doré, Teddy Santis devient le directeur artistique de toute la gamme Made in USA de chez New Balance. D'accord. Donc, en fait, son activité va être séparée des Mélions Dorés. Il va avoir cette casquette-là de directeur artistique chez New Balance, uniquement pour la gamme Made in USA, et la casquette Mélion Doré. Et je crois que c'est dans l'air du temps, en fait, ce phénomène. C'est-à-dire que là, tu parles de Rooney avec Clarks. On a Aimé Léon Doré avec New Balance. Tu vas chez ASICS, tu as Kiko Kostadinov, qui lui aussi, en dehors de ce qu'il fait, a pris carrément les rênes d'un segment chez ASICS. Je crois que c'est du gagnant-gagnant, en fait, que ce soit pour le consommateur ou pour la marque, parce que les marques, ces derniers temps, étaient Clarks, comme New Balance revenait dans l'air du temps, mais Clarks était en demi-teinte. Je pense que ça leur permet aussi de retrouver de la visibilité, tu vois, au niveau mondial. Donc, comme ASICS, d'ailleurs, hein, avec Kiko Kostadinov. Ça permet de toucher aussi un public, je dirais pas luxe, mais
qui a aussi les moyens quoi, de mettre 250 € dans une paire d'Asics, par exemple, ce qui n'est pas forcément habituel. Je pense que le truc, c'est aussi, là, il y a en effet une tendance et une nouvelle tendance. Alors, liée à mon sens au départ un peu Kanye West, après surtout ancré avec Virgil Abloh, qui justement part chez Louis Vuitton comme directeur. Voilà. Et puis, je mettrais aussi Travis Scott dans l'histoire parce que les collabs aujourd'hui et les mecs qui sont qui sont demandés sur des collabs, ils veulent pas faire que de la collab. Ils veulent tout. Et ils veulent gagner un maximum de thunes en plus. Donc, ils ne veulent pas juste mettre leur nom sur une étiquette, ils veulent être partie prenante dans le concept, dans la création, etc. Travis Scott, c'est lui qui, toutes les collabs qu'il va faire avec McDo, avec Fortnite, etc., il va être à l'origine du concept. C'est lui, son équipe, ils se mettent autour d'une table et c'est eux qui décident de comment va se passer la collaboration. Ce n'est pas la marque qui leur dit tiens, on a une idée, machin. Et Emilien Odor, je pense que c'est pareil. C'est un gars qui est vachement attaché à des valeurs qui sont très fortes, le basket, le hip-hop, le rap. Et donc, il a lui aussi, je pense que New Balance est venu choper en disant déjà, il y avait pour les collabs. Et puis lui, il a dit moi, je ne veux pas m'arrêter juste à une simple collab, je veux aller plus loin. Et c'est comme ça, et entre guillemets, c'est comme ça et pas autrement. Et comme les marques, elles se disent que c'est un moyen de fonctionner, un moyen de changer, de toucher une clientèle plus facilement. Donc, comme avec Fear of God chez Thierry Adidas. Lorenzo, j'allais le dire, avec Adidas. Tout ça, moi, ce qui me surprend, encore une fois, d'une certaine manière, c'est que Émile d'Or, tu vas n'importe où, quasiment, très peu de gens connaissent. En France, c'est quasiment pas distribué. Les collections sont très courtes. Pour choper du Émile d'Or, faut se lever quand même assez tôt. Moi, c'est une marque que j'ai connue depuis pas si longtemps, mais qui m'a tapé dans l'œil par rapport à leur esthétique. C'est très épuré, effectivement, c'est très inspiré New York. C'est très proche de Ronifique, d'ailleurs, je trouve. Ouais, les deux sont assez similaires. Les deux, ils kiffent les Porsche 911. Donc, il y a une Porsche 911, les Émilion d'Or, qui avait été faite, par exemple. Et donc, ils collaborent sur tous ces symboles-là. Et New Balance, moi, je trouve ça très bien pour eux, très bien vu. Surtout que New Balance se porte plutôt bien en ce moment sur le lifestyle. D'aller sur un modèle basketball, parce qu'encore une fois, Émilion d'Or est hyper attaché à la culture basketball. Donc John, le fondateur d'Émilion d'Or. C'est pareil, c'est bien vu. Le produit donc est juste parce qu'il a bénéficié de cette esthétique Émilion d'Or. Mais à voir comment tout ça évolue malgré tout. La vraie question à se poser, je pense, sur l'arrivée de Teddy Sanchez, parce qu'on est dessus en tant que DA chez New Balance, c'est… En fait, avant de poser la question, j'ai écouté donc l'émission de Elle est bonne sa paire la semaine dernière. Et j'aime beaucoup les raisonnements que Clem, donc Clem qui est le directeur de Foot Patrol à Paris, anciennement qui était chez Black Rainbow, il a soulevé une question que je me posais, et c'est en fait qu'est-ce que New Balance attend de l'arrivée de Teddy Sanchez chez eux en fait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que toute la gamme Made in USA, pour ceux qui la regardent, ils nous sortent déjà des coloris en inline qui sont vraiment top, et ils font du très très bon taf. Même en interne, les collaborations qui sortent, je vous rappelle, WeTaps, Gigi Jand, il y en a plein. L'année dernière, sur la 992, ils ont distribué dans tous les sens. Donc, les gens gèrent super bien les collabs, ils gèrent super bien les coloris. Qu'est-ce qu'ils attendent de l'arrivée de Teddy Sanchez en fait? Qu'est-ce qu'il va apporter de plus à la marque, tu vois? Ils ont quand même besoin de retoucher le top, voire l'hyper top de la pyramide, comme on dit, quoi. D'aller chercher, en effet, les pointards, quoi. Les snobs, ces gens qui font un peu qui font les tendances, qui déclenchent un peu les tendances. Et avec Émilion d'Or, ils sont en plein dedans. Enfin, je trouve que c'est une très bonne tactiquement, c'est très bien joué. Parce que New Balance, ils ont quand même des problématiques justement d'image. New Balance, tu les retrouves partout.
effectivement, tu as du Made in UK, du Made in US, mais qui est connu par le sneaker addict. Et donc, je pense qu'il manque le côté un peu plus hype, quoi, qu'ils ont touché avec Casablanca et qu'ils doivent réalimenter et ils ont pas vraiment comme ça, de porte-étendard de la hype et surtout d'être allé sur une tendance basketball qui n'est pas forcément la tendance du moment. Bah, typiquement, quoi, ils prennent un peu un risque, mais voilà, ils décalent un peu le débat pour aller chercher. Et a priori, j'ai j'ai l'impression que ça va plutôt, ça risque de marcher, quoi. Moi, je suis sûr que ça va marcher. L'arrivée de Teddy Sanchez va leur apporter quelque chose. Mais quoi, pour le moment, je suis curieux de savoir. Parce que sur la gamme Made in USA, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a que du running. Alors peut-être qu'ils vont faire monter, parce que là, la collab qu'il y a eu les collabs qu'il y a eu sur les 550, c'est sur des modèles qui sont à 120 $ à la base, 120 €. C'est-à-dire que c'est des modèles qui sont faits en Asie. À aucun moment, ce modèle-là va se retrouver en Made in USA. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui achèterait une paire de 550 à 220 €. C'est juste ça le truc. Non, mais je Donc pense j'attends vraiment de voir ce que l'arrivée de Teddy Sanchez va apporter à New Balance. Parce que moi, je trouve ça très cool. Il a une vision de fou, le mec. Il est dans son truc, il travaille dedans, ça marche. Comme tu as dit tout à l'heure, en France, c'est quasiment pas connu, mais parce que le mec, il a vraiment un esprit new-yorkais, il reste là-dedans, il est assez niche et il est assez pointu. Les tarifs de ses vêtements sont assez hauts. Donc, du coup, il touche qu'un certain public. ben, Je suis curieux de savoir ce qu'il va amener. ils ont certainement acheté, comme tu dis, sa vision. C'est-à-dire que lui, le gars, il ne restera pas peut-être sur la gamme 1500, 997, enfin, tout ce qui marche actuellement. Peut-être que comme Kiko Kostasinov chez ASICS, il fera des hybrides où il créera une nouvelle silhouette ou des nouvelles silhouettes. Après, que ça marche ou que ça ne marche pas, eh ben, on verra bien. Mais le gars, il est dans l'air du temps. Donc, je pense que ce qu'il proposera, ça marchera, à mon avis. Ah, mais c'est sûr. C'est sûr. Et pour faire un parallèle juste vite fait sur sur Ronnie Fieg, du coup, pour rebasculer chez Clarks, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, en 2014, Ronnie Fieg avait la volonté de toucher de la niche en faisant des chaussures très, 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 très haut de gamme, un bespoke dans l'idée. Il avait créé un petit segment qui s'appelait World of Niche. Alors, Niche, c'est N-I-C-H-E. Il n'a pas eu le temps de s'en occuper parce que Kiss, à ce moment-là, montait vraiment beaucoup. Donc, du coup, il a laissé tomber. Et en fait, petite collaboration qui est arrivée avec Clarks, en fait, il est allé voir, ils se sont rencontrés, ils ont discuté. Et en fait, Ronnie Fieg, en rebondissant sur le World of Niche qu'il avait lancé, il a dit sur votre catalogue, pour moi, il me manque quelque chose. Il manque en fait une paire qui marche sur le step au-dessus et qui met en avant tout votre savoir-faire chez Clarks. Et en fait, la collab est née de ça. En fait, Clarks, ils ont dit ouais, ok, on voit, mais du coup, c'est toi qui t'en occupes. Et l'histoire de Ronnie Fieg. Pourquoi le nom de la collection, 8th Street. 8th Street, c'est la rue où Ronnie Fieg a trouvé son premier taf à l'âge de 13 ans. Il était magasinier pour je ne sais plus qui. Je crois même que c'était pour David Z qu'il a commencé à ce moment-là, le magasin de son oncle. Ensuite, les deux modèles, Lock Hill et Sandford. Lock Hill, c'est la ville où les fondateurs de Clarks, les frères Clarks, ont créé leurs premières chaussures. Sandford, c'est une petite partie très loin de Londres qui a marqué un développement énorme et un gros boom économique pour Clarks. Du coup, ça signe leur arrivée en Europe. Donc, du coup, toute l'histoire est un peu mêlée autour de ça, entre l'histoire de Clarks et l'histoire de Ronnie Fieg. Et du coup, c'est quelque chose qui va qui s'installe dans la durée, puisque là, on a eu deux modèles, deux coloris de chaque. Et pour le moment, on ne sait pas trop à quel rythme ça va sortir, mais on a déjà teasé d'autres coloris, un modèle montant qui n'est pas encore sorti, qui sortira certainement que pour l'hiver prochain, etc. Donc, du coup, c'est deux choses qui sont totalement différentes, parce que du coup, Ronnie Fieg lance sa propre ligne chez Clarks, qui sera un permanent, mais qui sera vendu uniquement chez Kiss. Donc, du coup, il y a toute une machine à faire, parce qu'au début, on dit que c'est Ronnie Fieg qui lance sa machine. C'est d'ailleurs, hop, je vais là. Je ne l'ai pas sorti depuis tout à l'heure, mais je vais là. Donc là, du coup, sur la boîte, il y a écrit Kiss New York. Alors qu'à la base, c'est une collab, c'est Ronnie Fieg qui gère ça, donc il met en avant quand même Kiss. Enfin, du coup, je trouve qu'il y a un mix de tout qui est assez marrant, même dans la distribution.
Et du coup, je suis curieux de voir parce que le modèle, j'en ai parlé longuement sur mon compte Instagram. J'ai même fait une vidéo où d'ailleurs Pierre me donnait son avis. Et enfin, moi, perso, je suis fan, quoi. Je suis vraiment fan. Est-ce qu'il y a un autocollant Kiss sur la boîte? Il n'y a pas d'autocollant qui sur la boîte. Mais par contre, la paire, enfin, elle vient avec un embauchoir en bois. Elle est ultra quali. Donc déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que la paire, une paire de Wallaby normale, c'est 160 euros. La silhouette qui ressemble un peu à ça qu'ils ont sorti, qui s'appelle la Two Run, quelque chose comme ça, elle sera à 180. Ça, c'est 220 euros déjà. Donc c'est un peu plus cher. Par contre, ça vient avec des jeux de lacets dans tous les sens, une boîte travaillée, un embauchoir en bois avec un petit marquage à chaud sur le bois. Voilà. Moi, je trouve que c'est super bien travaillé et je l'ai déjà porté et c'est super confort. Ah, la semelle crêpe, il n'y a rien de mieux. L'arc, c'est super confort. Hein. Enfin voilà, du coup, c'était mon petit buzz pour mettre en avant tous les designers new-yorkais qui ont vraiment le vent en poupe en ce moment, quoi. Merci Jérémy. C'était cool. Non, mais c'est vrai, attends, là, on était de tous les côtés. Et là, le côté hype, je trouve, en tout cas, qui est symbolisé par Ronnie Fig en ce moment, avec son magasin Kiss à Paris et tout. Et puis le petit jeune Mélion d'Or là, qui tape à la porte, avec Newbie, c'est bien tout ça. Ouais, puis surtout, enfin, toutes les marques new-yorkaises, c'est un peu, tu vois, Awake, qui est la marque d'Angelo Bach, qui était un ancien, je ne sais plus quel poste il occupait chez Supreme, mais je me demande s'il n'était pas directeur artistique. Ensuite, il y a Noah aussi, Noah Clothing, marque new-yorkaise, qui est aussi une petite niche. Et du coup, c'est que des marques où les prix sur les vêtements, ça frappe un peu. Mais du coup, les Je ne sais coupes pas sont si ça va durer travaillées. tout ça, hein, franchement. Parce qu'on parle des Méléons dorés qui surfent sur le succès. Mais en France, il faut savoir que je ne sais plus en quelle année, je crois que ça date d'il y a 2 ans, et Méléons dorés, c'était comme ça. Et puis, il y a eu un creux, il y a eu un petit creux. Hein. Ouais, il y a eu Il s'est repris sur la collection d'après. Mais la marque, tout le monde a pensé qu'elle allait se casser la gueule. Et Noah, je vois que ça fait ça. Et puis, en ce moment, c'est un peu comme ça, quoi. Tu vois, c'est toutes ces marques là qui proposent des t-shirts à je sais plus quel prix là, enfin, Ouais, bon, après, ça a duré. je pense qu'ils sont sur une ligne et ils n'en sortent pas, en fait. Ils ne vont pas chercher à coller à l'image du moment, tu vois. Ils vont rester dans leur. Ben, À c'est bien à le l'image de problème en Suprême, fait. parce qu'on parle de marque new-yorkaise. Suprême est une marque new-yorkaise. Et du coup, Suprême, depuis des années, et les mecs, ils t'ont sorti une brique. La brique s'est revendue. Enfin, il y a un moment où, tu vois, ils ont des lignes directives. Ils vont là-dedans, ils restent là-dedans, ils tapent ce qu'ils aiment. Eux, du moment que ça les fait kiffer, tant mieux. Et si ça ne vend pas, eh ben, pas tant pis, parce que commercialement parlant, il faut quand même vendre pour subsister. Mais limite, tant pis, quoi. On va vendre aux Ouais, ouais. New-Yorkais, on va vendre aux Américains qui touchent un peu à ça. Et puis tant pis, quoi. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a des marques. Il y a des moments où ça vivote un peu, C'est-à-dire mais dans tous les cas, qu'ils ils sont proposent toujours là, pas quoi. c'est-à-dire que Supreme propose quand même des produits qui sont assez diversifiés et que leur force, voilà, c'est d'arriver à vendre une brique, mais de l'autre côté, ils vont proposer quoi, des baguettes chinoises, tu vois, alors que par exemple Noah, à part le N, le O, tu vois, enfin le t-shirt avec écrit Noah, on voit pas grand-chose, quoi. On voit pas, Ah non, je suis d'accord avec toi. il n'y a pas de Je suis recherche, d'accord quoi, avec pour toi. moi. Je suis d'accord avec Et toi. ça, ça se vend, c'est ça le pire. C'est C'est que pas ça. comme, c'est pas comme Kiss qui fait des mondes des programmes tous les lundis, sortent une nouvelle collection. Exactement, Émile Doré qui fait entre 3 et 4 drops par saison. c'est ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pierre, tu dors? Moi, je suis dépassé là. On parle plus de basketball, il n'y a plus Ah non, non, personne. non, 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 mais j'apprends plein de choses. Moi, c'est ça l'avantage de l'édition limitée, c'est qu'on est quatre, voire cinq, et on est là pour se compléter. Donc moi, je bois vos paroles, messieurs. Surtout Bissot et Jérémy qui sont très attentifs à ce versant-là de la culture sneaker et de la culture Streetwear aussi. hype, pour ce qu'elle a de bon, hein, bien sûr. Mm. Et là, on est quand même sur de la qualité. Hein, on va pas dire, on n'est pas sur des. Absolument. C'est déjà ça. Voilà. Exactement. Mais du coup, Écoutez, tu messieurs, vas te réveiller, on va parler du dessert. ouais, alors, on va vite parler du dessert. Ça fait déjà un moment qu'on est ensemble. Le dessert, c'était moi, je voulais parler de la fin du contrat entre Nike et Kobe Bryant. Entre feu Kobe Bryant, bien sûr, puisque c'est sa femme
qui a annoncé que le contrat ne serait pas reconduit. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop si c'est une sorte de bluff pour voir ce que Nike peut proposer. En tout cas, je sais qu'elle voulait un contrat à vie comme avait Michael Jordan ou LeBron. Il était question d'avoir un bâtiment à Beaverton au nom de Kobe Bryant, de vouloir lancer une marque. Il y a je ne sais combien de noms commerciaux siglés Mamba qui ont été déposés très récemment. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça marcherait, sachant qu'on est encore une fois Kobe, même si les produits s'arrachent, ça reste de la performance. Hein, c'est jamais venu dans la rue. Hein, on voit rarement des gens porter des Kobe. Petite rectification, c'est pas tout à fait, enfin, c'est pas vraiment Nike qui a arrêté le contrat. C'est Vanessa Bryant Qui ne l'a qui pas a, reconnu. qui a réclamé un contrat supérieur qui a été refusé par Nike et donc ça s'est arrêté. C'est Ah, Ah, non, c'est c'est la pas, même chose. c'est pas venu à expiration. Enfin, ça venait en expiration et au moment de le Moi, de le renouveler, ça, renégocier, les termes n'ont pas été entendus par tout le monde. De la même voilà, manière. Ouais, c'est pas la même chose. Ouais. Je n'étais pas au courant de cette histoire. Enfin, c'est quand même c'est quand même un peu un coup de tonnerre puisqu'on sait l'importance de Kobe Bryant dans les développements, surtout technologiques chez Nike au niveau basketball. Donc, est-ce que la marque Kobe survivra à ça? Alors, peut-être qu'il y aura des rééditions sans le logo Kobe parce que le design, j'imagine, appartient quand même à Nike. Donc, bon, c'est à suivre, mais c'est vrai que c'était une nouvelle un petit peu curieuse, surtout que chaque collab, notamment ce qu'ils faisaient avec Undefeated et chaque réédition s'arrachait en 2 secondes à chaque fois. Donc, Après, j'imagine qu'il y a encore une fois un commerce morbide autour de ça. s'ils se sont permis de faire ça, c'est peut-être qu'ils ont une idée derrière la tête. Peut-être qu'Adidas ou je ne sais qui est venu leur proposer quelque chose, qu'eux, ils voulaient rester chez Nike, parce que moi, je ne comprends pas trop le délire, quoi, de demander plus, alors qu'à mon avis, ils devaient avoir un contrat plutôt intéressant. Alors, il y avait plusieurs points. Il y en avait deux qui étaient assez intéressants. Le fait que Vanessa Bryant n'était pas d'accord avec le fait que ce soit si dur à trouver. Elle souhaitait une accessibilité globale au modèle de Kobe. C'était remonté à ses oreilles que voilà que c'était toujours limité et que les gens ne pouvaient pas avoir. Et elle regrettait aussi le fait qu'il n'y ait pas de taille féminine parce que bon bah Kobe avant sa mort s'était beaucoup impliqué dans le basket féminin et qu'il n'y avait pas de petite taille notamment pour les jeunes filles à ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'elle souhaitait lancer. Et d'ailleurs, elle a lancé récemment une ligne de vêtements siglée Mambasita en hommage à Gianna Bryant, qui a été portée par tous les joueurs NBA d'ailleurs la semaine dernière avant de rentrer sur le terrain. Donc c'était quelque chose Ça a été sold out en d'assez plus, je symbolique. crois. Ça a été sold out direct. Oui, 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 voilà. Bon, c'est vrai que je voyais Sam hocher de la tête quand on parlait de l'accessibilité aux produits. Bon, c'est vrai que tout ça est largement orchestré, on est bien d'accord, mais Il y a quand même des histoires de, enfin, il y a probablement des histoires de royalties. C'est-à-dire que pour chaque paire vendue, il y a une rétribution de la famille Bryant. Vraiment, moi, j'ai du mal à me prononcer. Je trouve ça, tout ça. Enfin, si je prenais un pas de recul, moi, enfin, je me retrouve avec une mort aussi tragique, une fortune aussi énorme. Voilà, enfin, je vois pas ce que je vais aller. Voilà, je me mets en retrait et puis je sais pas, je fais pas des vagues et je sais pas, je reste humble, secret. Enfin, on est dans l'Amérique, on est dans l'Amérique du business. Sous couvert de, en effet, rendre accessible à. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est bizarre, quoi. C'est une autre Il y a un culture. Hein. C'est vraiment une un autre mec culture. qui Quoi. est décédé dans des conditions terribles avec sa fille. Et derrière ça, tu as une femme qui devient, je sais pas si est-ce qu'elle était déjà chef d'affaires, enfin, femme d'affaires avant, genre, je sais pas quoi. Voilà, ça me dépasse. on verra la suite des aventures de Vanessa Bryant dans le monde de la sneaker. En tout cas, messieurs, merci d'avoir passé ce moment tous ensemble. C'était un plaisir. On avait pris un peu de retard sur le mois d'avril. On se rattrape bien sur le mois de mai. On se réservera celle du mois de juin, on l'espère, avec le retour d'Herbie. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. Moi, je préférerais que ce soit le retour des terrasses. J'aime beaucoup Herbie,
Mais Herbie en terrasse, ça peut être top. En tout cas, on se retrouve donc le mois prochain. On vous rappelle quand même que cette émission donc, est disponible sur YouTube, sur la chaîne de Corner Street, nos autres partenaires, que vous nous retrouvez également sur Basket Session et Reverse et qu'on est écoutable en podcast sur Spotify, Deezer, Apple Music, TuneIn. Bref, on est un petit peu partout. On se répand un petit peu partout. On est là, l'édition limitée. Ça sert à ça. Tu es partout. Tu es parfait. Je vous souhaite une excellente fin de journée. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, bonne Ciao, journée. bonne journée, à bientôt les gars. Ciao. Ciao, merci.